Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro, boulot, dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi beaucoup de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez même un avant-goût de tout ça, je vous ai préparé une formation complète de plus d'1h20, totalement gratuite, qui s'appelle « Les 4 piliers de l'indépendance financière » et elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour pouvoir vivre cette liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode, dans ce nouvel épisode, et je vous propose de commencer, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine, et vous êtes nombreux, et j'en oublie beaucoup, alors ne m'en voulez pas vraiment, parce qu'il y a eu beaucoup de monde sur Instagram. Un grand merci à Aurélie, Noam, Victor, Mireille, Steph, Renaud, Steph, Clément, Maria, Yann, Florian, Nico, Manu, Jérôme, Alpha, Marion, Olivier, David, Pierre-Yves, Max, Ofta Consult et bien tous ceux aussi sur Instagram. Vous avez été nombreux, mais on va prendre le temps de revenir sur le podcast de la dernière quinzaine. Nous sommes sur YouTube. 4028, c'est incroyable, on a dépassé les 4000 abonnés, on va en parler de ça aussi. Merci infiniment à tous, on va revenir dessus. Et on arrive à 427 notes sur Apple Podcast, seulement une note de plus cette semaine, alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire 5 étoiles si vous ne l'avez pas encore fait. Chaque mois, vous êtes plus de presque 20 000 à écouter Une vie de liberté, donc on doit avoir plus de 400 notes là, c'est pas possible. Donc donnez-moi un petit coup de main si vous voulez, ça m'aide beaucoup. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple c'est encore de le faire sur Instagram, où nous sommes 9506, on approche des 10 000 petit à petit, voilà. Sur mon seul et unique compte Une vie de liberté, vous allez voir, j'ai même la petite étoile bleue maintenant, comme ça vous pouvez plus vous tromper avec les mecs qui essayent de vous arnaquer pour vous vendre des robots de trading. Donc voilà, n'hésitez pas à me joindre, je partage du contenu, j'essaye vraiment tous les jours sur Insta d'être là. Et je remercie encore tous les gens qui prennent le temps de liker, de commenter les épisodes comme vous le faites, parce que c'est ce qui me permet de continuer à me faire connaître. Je vous propose qu'on passe aux petites news. Alors, on va prendre le temps cette semaine, parce que des news, il y en a plein, et c'est encore un bel épisode cette semaine. Je suis vraiment très content. La première news, c'est que j'étais à Rennes le week-end dernier et que j'ai passé un week-end exceptionnel. Donc, j'étais aux rencontres IMO du Grand Ouest, c'est organisé par mon pote, William Costa, par Mathieu Gillette, qui ont créé 2 rangs de compagnie, une entreprise d'investissement clé en main. Et ce week-end, c'était cool parce qu'il m'avait invité au mois de février où j'étais intervenu sur scène. Et là, pour moi, c'était tranquille parce que j'étais dans le public, voilà, dans les petites tables VIP là, au bord de la scène. Donc, c'était top. Encore un gros bisou à tous les copains que j'ai pu rencontrer là-bas. Il y a plein de têtes connues des réseaux. Il y avait Carolin que je vois assez souvent maintenant, du coup, sur les événements. Il y avait Laurent Boutier, il y avait Maude, sa compagne, enfin sa femme bientôt. Il y avait Junior, enfin je veux pas citer tout le monde parce que bien sûr il y avait tous les copains et tous ceux que j'oublie vont m'en vouloir, mais on a vraiment passé des bons moments, c'était cool. Et surtout, ce qui comptait le plus pour moi, c'est que j'ai pu vous rencontrer. Alors là aussi, je vais citer personne parce que si je commence à en citer quelques-uns ou quelques-unes, je vais en oublier, je ne veux pas faire des jaloux. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de tous vous rencontrer. Vous reconnaîtrez. On a passé des bons moments ensemble. J'ai même pu dîner avec certaines et certains d'entre vous. Donc, c'était top. C'est toujours des bons moments pour moi de vous rencontrer. Je suis revenu, j'avais même des cadeaux. J'en revenais pas. Donc, merci infiniment à vous tous. Ça, j'ai envie de citer les gens. Non, j'ai dit que je le ferai pas parce que si j'oublie quelqu'un, après je vais m'en vouloir. Donc, vous reconnaîtrez. Merci, c'était top. Encore une fois, c'est super. Il y avait
plus de 500 personnes, si je dis pas de bêtises. On a même pu passer un peu de temps ensemble le lendemain, on a fait un brunch. Donc voilà, trop cool, quoi. Vraiment trop cool, trop content. J'ai vu plein de gens, j'ai pu parler, expliquer encore plus ce qu'on faisait en détail. J'ai des gens qui m'ont partagé aussi leur situation personnelle, qui voulaient des petits conseils. Enfin, c'était trop bien, quoi. Vraiment, ça passe toujours trop vite. Mais top, donc la moralité, n'hésitez pas à sortir sur ces événements pour venir nous voir. C'est important. Deuxième news, ça y est, j'en ai parlé tout à l'heure, 4000 abonnés sur YouTube, qu'est-ce qu'il y a ? 4 ans de podcast, 4000 abonnés, donc ça fait vraiment, vraiment très, très plaisir. Encore une fois, c'est des nombres qui peuvent paraître très petits pour beaucoup de personnes, voilà, 1000 abonnés par an. Pour moi, c'est énorme quand je vois la communauté qu'on a créée, et sur des événements comme à Rennes, ça ne trompe pas, parce que voilà, avec tous les partages qu'on fait, tout ce qu'on y met dedans et l'authenticité qu'on essaye de mettre à chaque fois, je pense qu'elle transparaît, qu'elle se ressent parce que à chaque fois, c'est... Voilà, on n'est peut-être pas ceux qui ont le plus d'abonnés, que ce soit moi ou les GI, mais on est souvent ceux qui ont le plus de monde qui viennent nous voir, donc ça me touche à chaque fois, c'est trop bien. Et voilà, 4000 abonnés, c'est cool, ça continue son bonhomme de chemin. Ça fait 4 ans que j'ai démarré Une vie de liberté, 4 ans que je m'assois derrière ce micro pour enregistrer des épisodes. Au début, j'avais des idées pour 5 ou 6 émissions, et je crois que sur la chaîne YouTube, on approche des 300 contenus, c'est un truc de fou. Quelle aventure. En prenant ce micro, j'ai pu rencontrer Yann. Si je n'avais pas fait des podcasts, Yann, au départ, c'était un auditeur de la première heure des podcasts, mon Yann. Aujourd'hui, c'est mon pote, c'est mon sauce, c'est mon associé, c'est mon alter ego des GI. Et on partage des choses incroyables ensemble depuis plus de 3 ans maintenant. J'ai rencontré Fab, avec qui on a lancé Nouveau Départ. Et Nouveau Départ, ça marche fort le premier mois, que ce soit sur on va en parler un peu tout à l'heure, mais les formations, les coachings privés, les coachings intensifs, vous avez répondu présent. Donc c'est fou. Et ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que pour beaucoup de gens, voilà, Squeezie, à mon avis, j'ai le même casque, hein. Mais j'ai pas le même nombre d'abonnés. Et Squeezie doit prendre 4000 abonnés en une demi-journée, peut-être, je sais pas. Peut-être même plus que ça. Et moi, ça est en 4 ans. Mais voilà, c'est encore une fois, ça montre la force des petits pas. Un jour après l'autre, à part le moment où j'ai décidé de passer Une vie de liberté à une fois tous les 15 jours, ça fait 4 ans que quoi qu'il arrive, le lundi à 10h, ou le lundi tous les 15 jours, il y a un podcast qui sort. Et j'ai pas raté le rendez-vous, pas une seule fois. Le moment où je l'ai raté, c'est le moment où j'ai décidé de passer à une fois tous les 15 jours. Et pour les gentlemen, c'est la même chose. On s'est engagé à sortir tous les vendredis à 10h, et que ce soit en public ou en privé, ça fait plus de 3 ans et demi qu'il y a un podcast qui sort tous les vendredis à 10h. Et je trouve que c'est une belle image de régularité. Moi-même, je suis très fier de ça, de me dire, avec tout ce qui s'est passé, parce que des péripéties, on en a eu. Donc c'est de l'organisation, c'est plein de choses. Mais on y est arrivé. Et c'est comme les intérêts composés. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on récolte tout ce qu'on a semé depuis ces 4 années. Donc je trouve que c'est trop bien. Ça passe aussi un beau message. Et encore une fois, le seul mot que j'ai à vous dire, et le plus important, c'est merci à tous. Voilà. Merci d'être présent. Merci d'être là le lundi tous les 15 jours. Merci d'être là sur les vlogs. Merci d'être là avec les gentlemen. Merci d'être là avec Fabien pour Nouveau Départ. Parce que sans vous qui écoutez, je suis juste un mec qui parle derrière un micro, tout seul. Donc voilà, merci encore. Cette semaine, au moment où vous écoutez ce podcast, on a sorti 2 contenus sur notre dernière course Race and Business. Donc Race and Business, c'est notre mastermind autour des sports automobiles. Cette année, c'était exceptionnel. Donc on vous a sorti un podcast qui est sur la chaîne des Gentlemen Investisseurs, qui a été tout filmé. Donc c'est super marrant à voir. Vous verrez où on est et tout, surtout que c'est là où on va retourner au MMA, donc je vais vous en parler juste après. Donc vous verrez un petit peu le lieu. Et c'était un mastermind exceptionnel. Déjà l'année dernière, c'était chouette, mais c'est un de nos masterminds qui commence à vraiment se rôder, prendre ses lettres de noblesse. Ça a été exceptionnel. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ramené la coupe à la maison. Alors, pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous verrez, j'ai ma petite coupe, parce qu'avec mon copilote Jérémy, on a gagné la course. On a gagné. On a fini. Calmez-vous.
On a fini 3e à la course d'endurance et mon associé de toujours, mon cousin, a gagné la course d'endurance avec l'autre Jérémy qu'on a eu dans le podcast des Gentlemen Investisseurs, dans le podcast privé. Donc, on était trop contents, quoi. Voilà, AB Invest en force sur le podium et c'était trop chouette. Moi qui aime beaucoup ça et qui me situe souvent dans le milieu de tableau sur les sports automobiles, je suis pas le plus nul, mais je suis loin d'être le meilleur. Sur des courses d'endurance comme ça, où il faut être régulier, où il faut pas faire d'erreurs, c'est ça qui est beau, c'est même sans être le meilleur, même en étant milieu de tableau, mais ça me passionne, voilà, c'est un truc où ça me passionne. Des fois, les trucs avec l'argent, ça me passionne et je suis bon. La course automobile, ça me passionne et je suis moyen. Mais on peut performer quand même quand on est moyen. Et ça, c'est encore une autre bonne leçon, c'est qu'avec mon collègue Jérémy, qui était lui aussi dans le milieu de tableau, on a été réguliers tous les deux et on finit 3e sur le podium. Donc encore une fois, c'est une coupe en chocolat, on est bien d'accord. C'est pas, enfin, je vais trop rien dire parce qu'il y avait un niveau qui était quand même incroyable entre Loïc, les Nico, qui étaient très très doués, et puis Jean-Philippe bien sûr. Je fais un gros coucou à tous sur cet événement. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était génial et que je vous ai préparé un super vlog qui sort mercredi. C'est Luc qui est au montage et on va essayer de faire quelque chose de bien ensemble. Je vous ai ramené des belles images. Ça vous donnera un petit peu la teneur et l'ambiance qu'il y avait pour vous donner envie de venir. Et c'était génial, quoi. Et ça m'amène à parler du MMA, puisque, vous le savez, on organise chaque année un mastermind avec les gentlemen au Maroc, autour du MMA, de ce sport de combat qu'on aime beaucoup, puisque aujourd'hui on sponsorise Bourama, notre combattant pro et notre pote surtout. On devait partir au Maroc. Et au Maroc, ça a été l'inflation totale. Je pense qu'on ne nous a pas pris pour des Français, mais pour des Américains cette année. Et ça devenait compliqué d'organiser le mastermind sans y être de notre poche. Et c'est quand même pas le but. Donc, on a eu avec Yann la brillante idée de l'organiser à Alès, chez Mélanie, où on va être dans cette villa qui est exceptionnelle, où il y a le sauna, il y a la piscine. Alors, c'est une piscine extérieure, elle sera pour les bains froids, parce qu'on y va au mois de février. Mais ça peut être rigolo. On a trouvé une salle de MMA exceptionnelle. Il y aura des invités surprises. Ça va être juste fou. Je vais vous présenter les billets pour bientôt. La règle, vous la connaissez. Ça sera d'abord sur le groupe privé du Patreon des Gentlemen Investisseurs. Mais voilà, si jamais il reste des places à l'issue, elles vous seront proposées. Vous serez les bienvenus. Encore un bel événement. Et puis, ça permet d'économiser le billet d'avion cette année. Donc, c'est pas mal. J'ai encore des petites choses à vous dire pour ces news. Ça vous a pas échappé, nouveau départ avec Fab, on a sorti la 2e émission avec notre amie Sylvie. Encore une fois, je suis très très heureux de pouvoir faire ces émissions avec Fabien. Ça apporte encore plus de saveur et de teneur à tout mon contenu dev perso avec tout le bagage PNL de Fab. On a reçu notre amie Sylvie, on a fait un super podcast et on vient d'enregistrer 2 nouvelles émissions avec Fab, une publique et une privée. Et je suis extrêmement fier de ce contenu. Vous verrez, ça va sortir donc l'émission publique le 1er novembre, l'émission privée le 15, qui sera sur le Patreon. Donc voilà, je vous rappelle que le Patreon, c'est pour poser vos questions beaucoup plus intimes. Si vous voulez vraiment en profondeur, vous pouvez le faire sur le podcast public. Mais on reçoit beaucoup de questions, donc on prend plus le temps de les traiter forcément sur le privé. On va un peu plus doucement. Mais voilà, je suis très fier du contenu qu'on a fait. C'est à mon sens du bon contenu. C'est 2 émissions d'1h30. On prend vraiment le temps, on va au fond des choses. Et on a vraiment à cœur d'aider, donc c'est trop bien, quoi. Donc voilà, alors si ça vous dit, bien sûr, vous pouvez vous inscrire sur le Patreon. Ça vous donne 10% de réduction sur toutes les formations. Et on a sorti notre première formation qui s'appelle Vivre enfin libre. Ce sera la plus chère. Après, toutes les autres seront moins chères. Mais celle-ci pose vraiment les bases de la PNL, ce qui est essentiel de comprendre. Et ce qui est top, c'est que si vous prenez la formation, notre but, c'est de vous donner l'autonomie. C'est que moi, j'en suis convaincu, le bonheur, c'est un choix. Et c'est beaucoup plus... Être heureux, c'est beaucoup plus une affaire de méthode, finalement, que d'autres choses. Et c'est des méthodes, justement, qu'on vous apprend. Et vous avez tout le suivi. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le Patreon derrière. Donc voilà, on est très très content de ça. Et le coaching intensif, donc qui aura lieu les 23 et 24 novembre, juste à côté de Saint-Étienne. Vous nous avez fait extrêmement confiance, là aussi je suis très touché, il reste plus que 3 places. Donc si vous voulez nous rejoindre pour passer ces 2 jours entiers avec Fab et moi,
pour travailler sur vos problématiques vraiment de développement personnel. J'insiste encore une fois, pour bien faire le distinguo avec la parenthèse, c'est que Fab et moi, et c'est pas des problématiques autour de l'investissement, c'est plus vraiment des problématiques de dev perso. Si vous ressentez des blocages et que vous avez envie de les faire voler en éclats avec Fab et moi, ce sera les 23 et 24 novembre. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la description. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ? La soirée de fin d'année des Gentlemen Investisseurs qui aura lieu au cabaret Le Lion Rouge à côté de Lyon pour la 2e édition. C'est le samedi 25 novembre, donc comme ça vous pouvez enchaîner si vous voulez. Vous pouvez faire nouveau départ avec Fab et moi et enchaîner sur la belle soirée de fin d'année. On passe 3 jours ensemble. Voilà, on est sur la fin, il ne reste plus qu'une dizaine de places. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre pour ne pas regretter, c'est toujours des bons moments. Et moi, encore une fois, tout ce temps que je passe derrière le micro, c'est le prétexte à vivre les trucs ensemble dans la vraie vie. Donc venez nous voir. Et j'ai presque fini, j'ai la parenthèse indépendance dont je veux vous parler. Celle d'octobre, elle est complète. Celle de décembre, elle est complète. On a ouvert pour janvier. Aujourd'hui, il y a la moitié des places qui sont parties déjà. Il y a 8 places sur les 16. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de bosser cette fois-ci sur vos investissements. Avec Fab, avec mon Ben et bien entendu avec Yann, tous les 4. Voilà, venir travailler, c'est ce qui remplace nos J'irai investir chez vous. C'est du coaching intensif sur vos investissements. On repose tout à plat. Vous avez l'avis de 4 experts en investissement, en entrepreneuriat, en location nue, en location meublée, en location courte durée, en marchand de biens, pour vous permettre d'avoir votre feuille de route pour les années à venir. C'est plus qu'un accélérateur, quoi. Surtout que on est tous des vrais entrepreneurs et des vrais investisseurs. Enfin, on voit beaucoup de mythos. Et nous, c'est pas trop le cas pour les gens qui nous connaissent. Puis ça fait maintenant des années qu'on est là. Je crois on commence à être bien connus et on a déjà formé 73 investisseurs qui sont passés par la parenthèse. C'est incroyable. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera vraiment ravis. Et puis, la dernière chose, c'est le Mastermind Esprit Foncier avec Ben. La nouvelle session, elle est très loin. Elle est le 4 et 5 avril 2024. Mais comme avec Ben, on n'ouvre que 8 places à chaque fois pour vraiment pouvoir faire de la qualité et être présent avec vous comme on n'est que 2. Il y a déjà 4 places qui sont parties. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. C'est Mastermind Esprit Foncier, mais ça va bientôt, et ça pourrait presque s'appeler Mastermind Esprit Marchand de Biens aujourd'hui, parce qu'on fait les deux. On va parler de lotissement, on va parler de marchand de biens. On va vous donner toutes nos techniques pour faire le maximum d'argent et le maximum de bénéfices en respectant votre temps, parce que ce soit pour Ben et moi, c'est notre valeur principale. Donc, on sera ravis de vous accueillir avec nous si le cœur vous en dit. Et j'en ai terminé pour les news, et je vous propose qu'on revienne ensemble sur le podcast de la dernière quinzaine. Et c'est un podcast qui déjà, moi, m'a beaucoup touché. C'est un podcast où j'ai réécouté quand même des petits morceaux. Je finis avec un ton vraiment grave quand même, hein. Mais le ton était important parce que c'était tellement important, ce podcast. Et vous voyez, je ne me suis pas trompé. Les écoutes sur YouTube ont été extrêmement réduites. On a fait 1000 vues en 15 jours. C'est un peu ma jauge sur YouTube. Sur les plateformes de podcast, je n'ai pas regardé pour être honnête. Mais en général, ça ne baisse pas parce qu'il n'y a pas cette autocensure. Et en général, sur 15 jours, on arrive presque à toucher les 2000 écoutes sur le podcast, sur YouTube. Et là, on a fait moitié moins. Par contre, en commentaire, vous avez commenté entre 2 et 3 fois plus que d'habitude. Donc, c'est dire à quel point certains mots qui ont été prononcés dans le podcast ont été censurés. Et de l'autre côté, à quel point ça vous a touché. Et voilà, encore merci 1000 fois. C'est la force de cette communauté incroyable. Donc, merci infiniment à tous. Je ne pourrais pas lire tout le monde dans ce podcast parce que voilà, le but, c'est pas qu'on fasse qu'un retour sur le podcast. Mais moi, j'ai toujours eu à cœur de vous donner la parole et de vous donner de la place dans mon podcast. Il y a des gens qui me disent « Oui, ta rubrique, c'est chiant, tu mets 40 minutes avant de commencer ton podcast. » Vous n'avez rien compris, les mecs. C'est important, ce moment-là du podcast, parce que je vous donne la parole. Et voilà, et moi, ça me fait plaisir d'avoir vos retours, même quand parfois on n'est pas d'accord. Bon, là, il se trouve qu'on est beaucoup d'accord. Et je vais revenir sur quelques-uns de vos messages qui m'ont touché. On a un message de Noam qui me dit
Ton podcast est ouf, je me retrouve dans plein de choses. J'ai jamais vraiment échangé avec mon père quand il était très malade. Ma mère voulait que je me rapproche de lui, mais j'avais 30 ans et il ne m'a jamais demandé ce que j'attendais de la vie. Il ne s'est jamais intéressé à moi et pour moi il était impossible de passer du temps avec lui. Aujourd'hui je suis libre et j'amène mes enfants à l'école et je vais les chercher. Je partage énormément de choses avec eux. Merci à toi pour l'énergie que tu donnes. Merci à toi Noam pour ton message. Et voilà, encore une fois, ton message, il m'a évoqué deux choses. C'est que le temps qu'on passe pas avec nos enfants quand ils sont petits, c'est de la relation qu'on construit pas. Et si on n'a pas construit cette relation, faut pas croire qu'on partagera des choses avec eux quand ils auront 20 ans, 30 ans. Si on n'a rien partagé petit, on est un peu les inconnus, quoi, quelque part. Donc, c'est ce que je trouve dommage, tu vois, forcément dans ton histoire, et t'y peux rien. Et le cadeau caché de tout ça, et que je trouve beau, c'est que t'en as tiré des conclusions de tout ça, et aujourd'hui des leçons pour toi et pour tes enfants. Et c'est ça qui est beau. Et tu partages énormément de choses avec eux. Et je suis convaincu que ça donne un cercle vertueux et que tes enfants partageront à leur tour des choses avec leurs enfants. Et je pense que c'est la meilleure trace et la meilleure chose qu'on peut laisser dans le monde, de se comporter comme ça. Donc je trouvais ton message vraiment, vraiment édifiant et il corrobore beaucoup ce que je disais dans le podcast. On a un message de Clément. Clément qui me dit « Salut mon tonton, merci sincèrement d'avoir pris le temps et de m'avoir répondu sur ce podcast sur les enfants de Phil Knight. Ça m'a fait plaisir et m'a beaucoup touché. Je pense que les enfants sont le reflet de ce que nous sommes tout simplement. Nous, parents, nous ne sommes pas parfaits, mais rien que le fait d'être avec eux, de partager de bons moments, des passions ensemble, feront d'eux plus tard des adultes avec les pieds sur terre. Merci encore pour l'authenticité de ce podcast, ça devient rare de nos jours. » Merci à toi mon petit Clément, ça me touche. Et voilà, je pense que tu as tout résumé, Clément. Tout simplement, mon podcast, encore une fois, c'était pas une leçon d'éducation parce que je sais à quel point chaque parent a des façons d'éduquer différentes pour son enfant. Et voilà, j'ai pas de leçon à donner là-dessus. J'ai mes idées, j'ai ma façon d'éduquer, bien sûr. Mais le but de ce podcast, c'était pas de dire éduquez vos enfants comme ci, éduquez vos enfants comme ça. C'était juste passer du temps avec eux, quoi. Passer des bons moments. C'est ça qui fait une belle relation, tout simplement. C'est de passer des bons moments. Je le vois parfois quand j'ai des gens en coaching avec qui ça se passe mal en couple ou qui doutent. Je leur dis, est-ce que tu passes des bons moments ? C'est quoi les derniers bons moments que tu as passés ? Si tu passes des bons moments en couple, des bons moments à deux ou des bons moments en famille, finalement, il n'y a pas grande question à se poser. Tu vois. C'est le jour où tu arrêtes de passer des bons moments. Là, effectivement, il faut reprendre les choses en main, quoi. Et effectivement, c'est pas plus que ça, je crois, Clément. Passer des bons moments, passer du temps avec ses enfants, faire de son mieux. Et je pense que tu as bien résumé le message que je voulais faire passer dans ce podcast. Donc un grand merci à toi. On a eu un message de David, un message très intéressant. Et David, on reparlera de lui tout à l'heure dans le podcast, qui m'a mis un message très très long. David, il est journaliste, donc il a l'habitude de sourcer les choses. Je peux pas tout lire, mais c'était un message très long et intéressant. Je vous invite à aller le lire dans le podcast. Il revenait sur toute la partie dont on ne peut pas prononcer le nom, parce qu'on va pas faire sauter tous les podcasts quand même. Donc merci à toi pour ton retour. Et il faudrait tout un podcast pour te répondre. Je plaisante, on va quand même prononcer le nom, mais tout ce qui parlait de pédophilie et d'inceste. Il me conseille aussi une émission que j'ai pas eu le temps de la regarder, David, mais je vois absolument de quoi ça parle. Il y a toute une époque, dans les années 70, qui était à dégueuler, entre Libération, qui a fait limite une tribune pour la pédophilie. Moi, j'ai pas oublié. La chanson de Gainsbourg, tu vois, Lemon Incest. Enfin, il y a vraiment des trucs qui sont à dégueuler sur cette époque. Et encore une fois, tu vois, je sais pas à qui profite le crime là-dedans, mais voilà, on peut dire que les mœurs évoluent, mais enfin quand même, les années 70, c'était pas la préhistoire. Donc voilà, et je suis pas sûr que ça évolue tant que ça. Et encore une fois, voilà, soyons vigilants, soyons présents pour nos petits, et merci à toi David pour ton message. On a un message de Yann qui me dit « Merci Tony, oui, les enfants sont l'avenir et devraient être au centre de notre attention. On traverse une phase difficile avec le plus petit qui a 5 ans, avec qui on ne sait pas comment agir. Gronder, punir, responsabiliser, faire rire, distraire, ça nous semble complexe. Et puis finalement, ces derniers temps, la solution qui semble fonctionner le mieux reste la plus simple, passer du temps de qualité avec lui.
aller les chercher plus tôt à l'école, rentrer en trottinette à pied avec eux, prendre 1 heure de plus pour jouer au milieu de la logistique du soir. Tu sais, ce fameux mécanisme douche, devoir, dîner, dodo, qui semble être un tue-famille, une routine bien huilée qui sonne comme une mauvaise recette bourrée d'amertume. Les enfants ont besoin d'attention, elle est au centre de tout, de leur monde et de leur bien-être. Donnons-la leur sans retenue, je suis persuadé que tout le monde y sera gagnant. Et on se voit semaine prochaine, bien sûr, on se voit même cette semaine, parce que Yann est présent à la parenthèse indépendance. Et oui, au moment où vous allez m'écouter, mercredi, jeudi, vendredi, je serai à la parenthèse indépendance numéro 3. On va encore s'éclater avec tous nos coachés et avec Fab, avec Ben et avec Yann, ça va être incroyable. Donc, j'ai lu ton message, Yann. Je suis pas sûr que ce soit un tue-famille, moi, cette routine bien huilée dont tu parles. Elle rassure les enfants, tu sais. Hein. Les enfants, ils ont besoin de repères, ils ont besoin aussi de cadres, ils ont besoin de se sentir rassurés. C'est à nous de les rassurer, nos enfants. Il y a beaucoup d'adultes qui disent, on a l'impression que c'est leurs enfants qui les rassurent, qui leur donnent de l'amour. C'est pas un pansement, un enfant. C'est à nous de les rassurer, à nous de leur donner de l'amour. Donc je pense que cette routine, pour moi, elle est utile. Après, est-ce qu'elle doit être forcément, quand tu fais tout dans le speed, que c'est la douche en speed, les devoirs en speed, le dîner, le dodo, et que tout est expédié parce que t'as pas le temps? Ouais, effectivement, c'est plutôt un tue-famille. Mais quand c'est fait dans la joie, dans la bonne humeur, avec le temps, c'est pas du tout un tue-famille. Au contraire, moi je pense que c'est un construit-famille, tu vois, plutôt. Et pour ce dont tu parles, je pense que tu as la clé, en fait, tu as la solution. Juste passer du temps avec ses enfants, leur accorder du temps. Un enfant qui a un affect, tu vois, qui est un enfant tyran, un enfant qui fait que le bordel, qui casse, qui sait pas jouer, qui crie. C'est pas un enfant qui est forcément très heureux, tu vois, souvent, ou un enfant qui pleure tout le temps. S'il était très heureux, il pleurerait pas tout le temps. Et souvent, c'est un enfant qui veut juste de l'attention, qui veut juste qu'on passe du temps avec lui, qu'on joue avec lui, qu'on s'intéresse à lui. Donc, encore une fois, quand on a pris la responsabilité de faire un enfant, faut s'y intéresser, il faut passer du temps et c'est d'une évidence rare et tu nous le rappelles très bien. Donc merci à toi Yann et à cette fin de semaine. J'ai encore 2 messages. J'ai un message de Nico. Nico qui me dit « Salut Tony, merci pour cet épisode très qualitatif. Je me souviens d'un énorme choc pendant mon alternance. Un chef de chantier qui bossait 60 heures par semaine m'a dit un jour « Mes enfants ont 10 et 12 ans et je n'ai aucun souvenir de leur enfance. Mais c'est comme ça, c'est le boulot. J'ai eu envie de pleurer d'abord et ensuite de vomir. Un tel sacrifice pour accomplir le bonheur d'un autre, je ne comprends toujours pas. Merci pour cet épisode qui a renforcé mon pourquoi dans ma quête de liberté. Salut Tony, c'est carrément incroyable mec. » Eh ben oui, c'est carrément incroyable. Donc merci à toi Nico pour ton message. On n'est pas tous au même niveau de conscience, si tu veux, et je vais pas dire d'élévation, tu vois, je vais pas être non plus pompeux, mais forcément, quand tu fais un podcast de dev perso depuis 4 ans, tu te poses beaucoup de questions, c'est le moins qu'on puisse dire, tu vois, sur ta vie, tu essayes de prendre du recul, et quand on écoute un podcast de dev perso depuis 4 ans pour certains, et moins longtemps pour d'autres, et c'est très bien, il n'y a aucun souci, mais forcément que tu te poses des questions. Et après, tu as peut-être des gens qui se posent beaucoup moins de questions, ils traversent juste la vie comme ça, tu vois. Tous ces gens qui disent j'ai pas le choix, j'ai le boulot, c'est le boulot, tu vois. Mais en fait, on a toujours le choix, Là, quand tu es dans ce champ lexical de la souffrance, de subir, bien sûr que tu vois les choses comme ça. Mais non, on choisit de passer 60 heures par semaine au boulot. C'est un choix. Bien sûr, après, ça implique des choses. Je vais dire, ouais, mais bon, il faut bien que je remplisse la marmite. Ok, tu choisis de faire ça pour manger, tu pourrais choisir de faire un autre boulot, et ainsi de suite. Et dès qu'on remet ce champ lexical du choix, on retrouve du pouvoir et on renforce sa confiance en soi et là on peut avancer. Donc c'est quelque chose à toujours faire attention. Mais comme tu dis, bien sûr que pour nous ça nous choque et encore une fois, on ne pourra pas sauver tout le monde. C'est à chacun de faire son chemin et d'essayer de comprendre, tu vois, pour ce chef de chantier à 10 et 12 ans, c'est pas encore trop tard. Il faut se réveiller là, c'est pas encore trop tard. Mais bien sûr, quand ils auront 14, 15, 16 ans, moi, je vois ma grande qui est au lycée déjà, voilà, les choses changent. Hein. Puis c'est pour le meilleur, parce que c'est comme ça. Il faut que les enfants grandissent. Et c'est très très bien. Ils se forgent leur personnalité, deviennent des adultes petit à petit. C'est pour ça qu'on les met au monde. Mais n'attends pas qu'ils aient 15 ou 16 ans pour en profiter. Ça sera trop tard. Surtout si tu n'as pas noué de lien avec eux. Donc il faut le faire. Et voilà, Nico, encore une fois, je pense que tu fais les choses bien. Tu feras les choses bien, et évidemment quand
Tu dis un tel sacrifice pour accomplir le bonheur d'un autre. Bien sûr, sur ce podcast, on célèbre à chaque fois l'indépendance, on célèbre de prendre sa vie en main, d'avancer pour construire son propre rêve. Donc effectivement, quand tu dis que tu as investi 60 heures par semaine pour le rêve d'un autre, je souffle un peu, hein. Ça fait mal. Et on a un message d'Olivier, Olive, qui me dit « Top comme d'hab, ma fille de 12 ans m'accompagne sur toutes les visites, les travaux et même les courses, on prend du plaisir. Les 2 garçons sont en mode plus tranquille, mais j'ai joué l'année dernière au rugby avec l'aîné, et l'année prochaine, le deuxième m'a fait cette demande. À 43 ans, je vais galérer, mais je lui ai promis, ils font chier ces gosses. Merci et à plus. » Et voilà, Olivier, mon gros bourru, qui est un papa incroyable, encore une fois. Je trouve que c'est trop bien. Et tu peux être, encore une fois, fier de toi. C'est des choses que tu construis. Et ça, c'est des choses dont tes enfants se rappelleront toute leur vie, les années où ils ont joué au rugby avec leur papa. Et c'est des cadeaux incroyables. Et c'est tellement facile de dire « Non, je suis fatigué, j'ai 43 ans, j'ai pas envie, je vais me faire mal, ça me saoule. » Et de se dire « On fera une prochaine fois. » Alors qu'en fait, voilà, il suffit de faire... C'est cet effort, hein, parce que je dis ça parce que je vois l'âge aussi. Hein. Surtout du rugby, tu vois, moi je fais du crossfit. Des fois je me fais un peu mal, mais ça va encore le crossfit. Le rugby, on prend des coups. Mais quel bonheur et quel souvenir tu crées. Donc c'est magnifique, j'ai trouvé ton message très inspirant. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de le partager. Donc merci encore à toi, mon petit Olive. Merci à tous. J'en ai fini sur ce podcast sur les enfants. Merci à vous pour tous vos retours incroyables qui m'ont beaucoup touché. C'était un podcast important pour moi. Et je vous propose qu'on passe au podcast de cette semaine. Et cette semaine, un podcast trop bien, puisqu'on va parler d'un livre incroyable, un livre que vous connaissez tous, parce que je vous en parle beaucoup. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous le montre, La technique du succès, un livre d'André Muller que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai tellement aimé ce livre. Et vous voyez le mien, alors pour ceux qui sont sur YouTube, il est tout corné, il est tout abîmé. Il est même annoté. Vraiment tout abîmé. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup, que je relis une fois par an. C'est tout simplement brillant, en fait. Et quand on se dit que c'est un livre qui a plus de 50 ans, c'est juste fou, quoi, qui a même quasiment 70 ans. C'est incroyable à quel point il est d'actualité. J'ai tellement aimé que j'ai acheté aussi le 2e livre d'André Muller qui s'appelle « Réflexions sur le dépassement de soi-même ». C'est un livre qui est presque un recueil de poésie. C'est un très beau livre. Et donc, vous l'avez compris, André Muller, dans ma construction personnelle, dans la construction de mon travail, ça a été quelqu'un de très important. Et je me demandais ce qu'était devenu André Muller, parce qu'on n'apprend pas grand-chose sur lui. Il est né au début du siècle dernier, donc je me doutais bien qu'il était décédé, et c'est le cas. Mais grâce à David, j'ai pu entrer en contact avec la fille d'André Muller, David, qui est journaliste, qui l'a retrouvé, qui s'appelle Dominique Gibert, et c'est elle qui a édité le livre de son papa, parce que figurez-vous que la première fois que ce livre est sorti, c'était un échec. Alors je ne vais pas vous spoiler tout le podcast, mais voilà, elle a repris ça en main, elle l'a fait d'une façon incroyable, et c'est une très belle histoire. Je ne vais pas trop vous la spoiler, parce que le podcast aujourd'hui, c'est un entretien justement avec Dominique Gibert, qui va nous raconter l'histoire incroyable de ce livre. Vous allez voir, c'est un super podcast. Je suis trop content. C'est un beau cadeau, voilà. Comme la vie nous en fait parfois. Je suis trop heureux d'avoir fait ce podcast. J'espère qu'il vous plaira. J'arrête de parler. Je vous laisse en compagnie de Dominique et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Dominique Gibert. Comment allez-vous, Dominique ? Très bien. Un grand soleil aujourd'hui. Très bien. Ouais. Bon, merci infiniment de me faire l'honneur de ce podcast. Je suis très heureux de faire cet épisode ensemble, et je pense que toute ma communauté d'une vie de liberté sera aussi très heureux, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un livre, et on va aussi parler d'une personne, de votre papa, et je sais que ce livre a aidé beaucoup de gens, parce que j'en ai fait la promotion de ce livre, de la technique du succès. Donc encore une fois, un grand merci d'être présente. Tout le plaisir est pour moi. Bon. Et puis j'en profite aussi pour remercier David, qui nous a mis en contact, qui est un de mes auditeurs du podcast et journaliste, et qui a utilisé de ces méthodes d'investigation un peu plus poussées que les miennes. Voilà, où je m'étais toujours demandé ce qu'était devenu André Muller, et aujourd'hui c'est chouette, parce qu'on va pouvoir parler de lui, de sa vie. Mais je parle encore trop. Pour
est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs? Alors, écoutez, vous avez déjà fait la présentation. Je suis la fille d'André Muller. Comment dire? Alors, je suis née à Strasbourg, comme mes parents. J'ai fait mes études à Strasbourg. J'étais imprégnée des préceptes de mon père, évidemment. J'ai fait des études de droit. Je me suis vite échappée du droit pour faire autre chose. J'ai travaillé à Bruxelles, à la Commission des communautés européennes. Ah oui. Et à un moment donné, je me suis sentie rattrapée par Strasbourg et par mon père. Et j'ai eu la grande envie de publier son livre. Donc je crois que comme votre podcast est centré sur mon père, on va plutôt parler de lui que de moi. C'est toujours, enfin, c'est très intéressant. Moi, j'étais ravi de vous avoir au téléphone parce qu'on avait préparé un petit peu ce podcast ensemble. On s'était appelé. Et donc n'hésitez pas. On a tout le temps. On a tout le temps sur ce podcast. D'accord. En fait, je me suis vraiment investie. Ce livre, vous savez, quand les parents ne sont pas toujours les bons prophètes dans la famille. C'est-à-dire que, en fait, ce livre, mon père en avait parlé, je l'avais un peu feuilleté, mais je suis jamais vraiment rentrée dedans. Je pense que j'étais trop jeune. Ouais. Et je suis vraiment rentrée dedans le jour où j'ai rejoint mon père dans sa société, alors qu'il était malade. Donc je suis venue lui donner un coup de main. Et les gens qui travaillaient avec lui, son équipe, me disaient mais lisez donc la technique du succès. Excellent. Et c'est vrai que c'est là que je suis vraiment rentrée dedans et que ça m'a énormément aidée moi-même à un moment qui était un peu compliqué. Ok. Mais peut-être qu'il faut revenir en arrière sur ce qu'a fait mon père et qu'est-ce qu'il faisait, quelle était sa société. Ouais, bien sûr. On va prendre le temps de dérouler parce que on en avait parlé ensemble. Moi, c'est ce qui m'avait séduit et j'avais pas grand chose sur votre papa, sur André Muller. Seulement les quelques premières pages du livre qui expliquent un petit peu ce qu'il a fait. Et j'aimerais qu'on revienne dessus parce que c'est ce qui donnait toute la valeur à ce livre, c'est que ça venait de quelqu'un qui avait fait des choses, pas quelqu'un qui donnait des grandes théories, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un guide pour l'action qui est inspiré de ses méthodes de travail, des méthodes de travail qu'il avait mis au point au fil des années. Je pense que vous avez dû le voir, il a créé son entreprise à l'âge de 23 ans. Il était juriste, fiscaliste, et il travaillait au sein du cabinet d'expertise comptable de son frère, qui avait constaté avec lui qu'il y avait un besoin d'informations extrêmement pratiques pour les experts comptables. Et ce type de bulletin d'information n'existait pas à l'époque. On se situe là, en fait, après la guerre, en 1948. Donc, il y avait, en fait, tout était ouvert à cette époque-là, je pense, pour les entrepreneurs aussi. C'était peut-être aussi plus facile à ce moment-là. Et peut-être aussi avait-il encore plus d'énergie en sortant d'une guerre pour faire avancer les choses. Il y avait tout à faire, en fait. Il y avait tout été à faire, oui. Et donc, à l'époque, il existait deux concurrents qui étaient déjà un peu sur le marché, mais peut-être moins. Ce qu'ils cherchaient, en fait, c'était la simplicité. C'était de faciliter la tâche des experts comptables et leur faire comprendre de manière très simple la fiscalité comme outil au quotidien, en fait. Donc, il a rédigé ce bulletin, qui était au début, ce n'était qu'un bulletin. Il l'a rédigé lui-même et c'était très artisanal. En fait, il travaillait avec une Ronéo. Il mettait sous pli lui-même. Excellent. Et ça a commencé, en fait, ça a bougé assez vite, ça a eu un succès très vite, ça a été porté par les experts comptables. Cette société s'appelait La Documentation Organique. Cette revue s'appelait La Documentation Organique. Et avec les abréviations DO, qui avaient énormément plu tout de suite, ça a tout de suite été adapté par les experts comptables qui ont décidé de l'appeler la DO parce que ça avait un côté très personnel. Et
je dirais même qu'il s'était attaché à cette société et à ce type d'information, parce qu'il y avait là quelque chose de très personnel et un véritable service Ouais, rendu. tout à fait. Et de là, en fait, il a évolué, il a commencé à recruter. C'est devenu, en fait, une revue d'information juridique, fiscale et sociale qui était accompagnée d'une documentation sur feuillet mobile. Alors ça, c'est un concept maintenant qui n'existe plus du tout avec Internet, évidemment. Mais bon, je ne sais pas si vous voyez ce que c'était. En fait, on envoyait Pas, des mises pas, à jour. pas vraiment, pour être Chaque honnête. semaine, voilà, chaque semaine, ils envoyaient la revue, plus des mises à jour, qui étaient classées par numéro analytique et Ok. qui les feuillets venaient remplacer On les enlevait. feuillets qui étaient périmés. C'est ça, on enlevait On les mettait à feuillets la dans le place. classeur et on mettait les nouveaux. Voilà. Excellent. Donc toute une organisation. Ouais, j'imagine. Et donc la rigueur était essentielle parce que dans ce type d'information, évidemment, la rigueur est absolument nécessaire parce que on ne peut pas se Ouais. tromper. Et la gestion du temps était essentielle parce que le but, c'était évidemment de pouvoir envoyer l'information en temps et en heure et si possible avant les Ouais. concurrents. Voilà. Et donc pour ce faire, il a très rapidement, donc l'équipe s'est vite développée, mais pour ce faire, il a décidé d'intégrer en fait une imprimerie dans ses locaux, un service d'expédition. Donc tout était fait sur place en fait, en interne. Et pour ce faire, en fait, il avait bossé toutes Ok. les questions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se développait, c'était un grand bosseur. Donc il bossait la question à fond, que ce soit pour le choix du matériel, le marketing, enfin, il avait tout bossé énormément. La publicité, surtout. Là, à l'époque, il était passionné par tout Ouais. ce qui était publicité. Il avait beaucoup bossé. Ils étaient tous jeunes. Et il y avait une ambiance tout à fait particulière parce que quand ils mettaient sous pli, ça se passait parfois pendant la nuit et ça se terminait très tard. Et donc ils mettaient des disques de jazz à l'époque pour pour se soutenir le moral. Excellent. Et tout le monde était là et chantait en mettant sous pli. Enfin, il y avait vraiment une ambiance un peu boy scout, vous savez, voilà, Ouais, bien sûr. de gens qui étaient embarqués Excellent. par lui, parce que je crois que surtout c'était un grand enthousiaste. Donc il était vraiment passionné par ce qu'il faisait et tout le monde le suivait. Et bon, il y avait aucune récrimination sur le fait que les gens ils trouvaient ça normal de bosser tard et de participer à la réussite de cette entreprise. Ah, c'est Voilà. excellent. Et donc cette entreprise était vraiment réglée comme une horloge aussi, parce que il a délégué très vite. Ok. Et donc en faisant une confiance totale à chaque équipe et à chaque chef d'équipe, il déléguait et ça fonctionnait très bien comme ça. Il avait, alors vous verrez, mais peut-être que vous voulez me poser une question parce que j'arrête pas de parler. Non, je vous écoute, c'est passionnant. Non, non, je pense qu'on est tous en train de vous écouter. Moi, je vous laisse parler. Je Alors, parle toujours trop dans ce podcast, donc. non, mais je préfère que vous m'interrompiez parce que peut-être si vous me Non, non, vous remettez sur inquiétez pas. Si jamais j'ai une réflexion, non, non, Ok, pour l'instant, j'écoutais vraiment parce que d'accord. je prépare mes questions, mais c'est aussi toute la rigueur et toute la méthode que j'ai vue qui transpire dans ce livre, en fait, derrière. Et on sent que ça venait de quelqu'un qui doutait pas beaucoup, qui avait confiance en lui et qui réussissait les choses et justement qui avait, parce que ce livre, la plupart de mes auditeurs le connaissent, mais il se divise entre deux parties, moi et les autres. C'est vraiment quelqu'un qui avait aussi confiance dans les autres et je trouve que, en tout cas dans moi ce que j'en ai lu du livre, et ça m'étonne pas quand vous me dites qu'il a rapidement délégué et fait confiance, parce que ça colle avec le livre, quoi, clairement. Tout à fait. Et, euh, et alors, il avait un système. Alors, donc, vous avez vu dans le livre que moi, j'ai un chapitre enfin, en fait, qu'en relisant ce livre, tout correspond à sa manière d'être. Il y a pas de. Il était certainement imprégné de la littérature américaine qui existait déjà sur le sujet.
puisque à cette époque-là, Napoléon Hill avait publié bien avant, Dale Ouais. Carnegie aussi, il était imprégné de tout ça parce qu'il parlait anglais, il parlait allemand. Oui, parce que à Euh, cette époque-là, ni Napoleon Hill ni Dale Carnegie étaient traduits, non, j'imagine. non, non. Donc il les avait lus en anglais. Il était imprégné de tout ça parce qu'il avait bossé tout ça pour lui-même, pour ses méthodes de Ouais, travail, pour améliorer ses méthodes de travail. Et donc, je pense que certainement, il était imprégné de tout ça, mais il y a aussi tout ce qu'il a, le fruit de son expérience à lui, de sa façon oui, de faire, la façon dont il a bossé aussi, dont il a fait ses études de droit, où c'était un grand bosseur, mais pas un bosseur qui s'attardait, c'est-à-dire qu'il était très efficace surtout. ouais, Et, et donc, il y avait le principe dans le livre que vous avez vu du bureau qui est vide, ouais. sur lequel rien ne traîne. Et c'était effectivement ça. C'était impressionnant. Il avait un bureau sur lequel il n'y avait pas un seul papier. Et ce que Et j'aime, alors si je peux me permettre de vous couper, mais oui, c'est aujourd'hui, on a les mails, et moi, je sais que j'ai traduit ça par le inbox zéro. C'est-à-dire que moi, dans ma boîte mail, j'aime mhm, quand elle est vide. Ça veut dire que j'ai tout traité, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Et quand je vois certains entrepreneurs que je peux croiser en coaching ou ailleurs qui ont des boîtes mail où il y a 3000 mails, dont 300 mails non lus, non classés, moi, à chaque fois, je sais pas comment ces gens ils font pour s'en sortir. Et je trouve que bah, cette clarté, genre, vous voyez pas mon bureau, mais il n'y a pas grand-chose non plus sur le mien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai tiré de ce livre. Et déjà, à l'époque où j'étais encore entrepreneur de travaux publics, j'avais pas grand-chose sur mon bureau. Et ça aidait cette clarté. La clarté sur le bureau, c'était la clarté dans la tête, quoi. exactement. Et ça crée de l'anxiété. Quand vous avez des piles Bien de sûr. choses qui traînent ou des to-do list interminables, ça crée beaucoup d'anxiété en fait. Mm. Et ça peut être une source de burn-out très claire. Hein. Complètement. Mais pour ça, je crois aussi que pour ça, il faut pouvoir déléguer. Parce que Oui. c'était moi je l'ai vu faire je l'ai vu traiter son courrier le matin, il dispatchait en fait, hein. Ouais. Il répondait immédiatement à ce à quoi il devait répondre lui, mais tout le reste était dispatché immédiatement. Donc pour ça, il faut avoir une équipe super à côté Oui. qui peut traiter. Parce que si vous traitez vous-même en tant que petit entrepreneur tout, c'est parfois Ouais, c'est compliqué. sûr. Ouais. Donc ça c'était, mais bon, il a su bien s'entourer. Ouais. Et il y avait ça, donc qui était vraiment très fort et qui m'impressionnait beaucoup parce que moi j'étais plutôt foutoir. Donc, moi c'était plutôt tout le contraire. Et puis dans son tiroir, il y avait un outil magique qui était un système de fiches cartonnées qui était en fait son agenda parce qu'il n'y avait pas d'outil encore informatique à l'époque, hein. Donc, il avait des fiches cartonnées Ouais. qui étaient un agenda, jour après jour, et dans lesquelles il notait, bon, bien sûr, l'anniversaire des gens qui travaillaient pour lui, les dates d'anniversaire des gens qui travaillaient pour lui, mais aussi les erreurs qui avaient été Excellent. commises et qu'il ne fallait plus reproduire. Et donc, les trucs, le loupé qui avait été fait sur une année parce qu'on avait loupé telle info, parce qu'on n'avait pas demandé tel document à temps, était là, dans ce fichier, était là aussi 15 jours avant, sous forme de rappel, ne pas oublier d'eux. Et c'était incroyable. Ça tenait dans un Excellent. tiroir, en fait. Et donc, le matin, la première chose qu'il faisait, il arrivait au bureau, il ouvrait son tiroir, il regardait, il sortait la fiche la journée, il regardait. Et donc, c'était des intercalaires, il pouvait y avoir plusieurs fiches sous un jour. Il regardait et hop, il sortait et voilà. Et aux réunions du matin, il rappelait, il y avait des rappels Ouais. pour lui aussi, bien sûr. Et ça lui permettait de s'améliorer chaque année, d'améliorer la productivité, entre guillemets, de l'entreprise chaque année. Ouais. C'est vraiment excellent parce que on sent que ça transpire tout au long du livre. Et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de Dale Carnegie, de Napoleon Hill. Il y a beaucoup d'ouvrages de développement personnel qui sortent chaque année en France. Et à chaque fois, quand je les regarde, où j'ai l'impression que c'est de l'américain qui a été traduit et rapidement bâclé, mais qu'il n'y a pas de nouvelles choses. Et dans l'ouvrage de votre père, c'est pas c'est pas les États-Unis qui sont recopiés justement, c'était vraiment novateur. Oui, Moi j'ai trouvé et
encore aujourd'hui, ce que je veux dire, j'ai pas trouvé d'équivalent, enfin, à ce livre. Oui. Et en France, enfin. Alors, il y a eu quand même des bons succès après en France aussi de Stephen Covey, de David Allen sur la gestion du temps. Il y a eu d'autres succès. Ouais. J'ai presque été déçue après parce que en fait mon père avait il a publié ses écrits sous forme d'abonnement. En fait, les gens s'abonnaient et c'était donc des chapitres qui arrivaient chaque semaine chez les abonnés et dont ils devaient s'imprégner. Et enfin, déjà la méthode était, je pense, originale. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'avait fait avant, mais en tout cas, moi, ça me paraît original. Sa méthode était divisée en 52 chapitres. Un par semaine. Et du donc, coup. vendu par abonnement, un par semaine, oui. Donc, 1 an pour s'imprégner de sa façon de voir les choses. Et donc, l'idée, c'était que les gens lisent le chapitre, s'imprègnent de ça pendant une semaine, passent ensuite à l'autre chapitre, etc. Donc, une progression sur 1 an. Et ça il l'a publié j'ai pas réussi à retrouver la date exacte, mais c'était dans les années 50. Et il était vraiment précurseur en France, parce que en France, on parlait pas du tout de développement personnel. Mais ça n'a pas marché. On était assez déçus, parce que ça n'avait pas marché en France, ça avait marché dans d'autres pays, mais pas en France. Et il en est resté là. En fait, il en est resté là. Son équipe avait lu le livre, ils étaient tous imprégnés de ça. Mais il avait laissé tomber en se disant, bon, dommage, ça n'a pas marché, les Français ne s'intéressent pas du tout à ça. Il avait laissé tomber. Et lorsque je l'ai rejoint pour travailler avec lui, donc dans les années 95, tout le monde m'a parlé de ce livre, je l'ai lu, toute son équipe m'en a parlé, il m'a dit, mais lisez ce livre, parce qu'il voulait me stimuler et me donner confiance en moi. Je l'ai lu et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on le publie, ce truc-là. Et donc, je l'ai publié quand mon père était encore là, donc, au sein de sa boîte, hein, sous sa marque. Mais il y a eu aucune parution en librairie. On l'a simplement publié comme ça pour ses abonnés. Et après, 5 ans après son décès, je me suis dit, mais je vais pas en rester là. Je vais le publier. Et en fait, j'ai créé ma propre boîte, Diathéno. Je n'avais pas d'autre projet que publier ce livre. Voilà. Et donc je l'ai publié. Il a eu tout de suite un grand succès. Cette fois-ci, parce qu'il était en librairie. Les libraires ont suivi, la Fnac a suivi, les principales librairies ont suivi, les principales librairies ont suivi. Incroyable. Et il y a eu des retours extraordinaires sur ce livre. Vraiment des personnes qui disaient que ça avait complètement changé leur vie. J'en fais partie, hein. J'en fais partie parce que ce livre, il est rentré dans ma vie. Alors j'ai revérifié du coup moi aussi pour tout ça en 2015. Et à une époque où j'étais encore entrepreneur de travaux publics avant d'être à plein temps dans l'immobilier aujourd'hui, mais j'avais toute une équipe et ça m'a remis plein de choses en perspective dont on va parler. J'ai pas mal de petites choses dont j'ai envie de parler avec vous, mais c'est un livre, moi, qui m'a changé la vie. Et aujourd'hui, c'est fou, mais j'ai plein de petits préceptes qui sont autant de titres de chapitres du livre qui me reviennent dans la tête chaque fois que j'ai pas envie de m'y mettre. Allez, clac, je me force la main. Oui. Et ben, je me dis, tiens, ça c'est André Muller qui vient me faire un petit clin d'œil et me dit, allez, au boulot, Coco. Et il y en a autant comme ça qui sont incroyables. Je décide rapidement, par exemple. Oui. Chaque fois que j'ai une décision à prendre, je pense à André Muller, je décide rapidement. Allez, demain, de toute façon, tu n'auras pas plus d'infos qu'aujourd'hui, on décide. Très juste. Et c'est incroyable. C'est très juste. Mais donc, votre papa n'a pas connu le succès de ce livre de son vivant, du coup. Non, malheureusement, non. Non. Ouais. Bon, il doit voir ça de là-haut, je pense. J'en ai aucun doute. Mais c'est incroyable. À propos de ses méthodes de travail, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que il a publié sa thèse sur la TVA. En fait, il a écrit sa thèse sur la TVA dans les années quand il avait pas loin de 40 ans. Et pour ce faire, il a changé sa façon d'organiser son travail. C'est-à-dire il ne travaillait plus que le matin au bureau, donc avec son équipe, et l'après-midi, il était chez lui, il rédigeait sa thèse.
Et il a trouvé ça tellement bien Incroyable. qu'il a continué après. Il s'est dit, ça fonctionne très bien comme ça. J'ai bien délégué. Il se débrouille très bien sans moi. Il venait le matin, il regardait, il impulsait, il arrivait avec de nouvelles idées. Et donc, une fois que sa thèse était écrite, il s'est dit, je vais faire du sport. Et donc, il faisait du sport l'après-midi, il méditait, il passait beaucoup de temps sur son canapé à réfléchir, prendre des notes. Donc, prévoir ce qu'allait devenir sa société. Il était aussi là beaucoup pour nous, pour ses enfants. Donc, il était là pour les devoirs. Moi, je me souviens d'avoir fait beaucoup de balades avec lui pendant lesquelles il réfléchissait, ou chantait. Il chantait beaucoup. Il était imprégné de Charles Trenet. Il chantait énormément. Ouais. Et dans sa boîte aussi, on chantait beaucoup au début. C'est incroyable. Et donc, il a complètement organisé sa vie différemment en voyant que ça fonctionnait très bien comme ça. Et il a continué comme ça jusqu'à la fin de ses jours. C'est-à-dire qu'il n'allait plus à son bureau l'après-midi. Il ne voyait pas de raison d'aller à son bureau l'après-midi. Je trouve que c'est excellent et c'est incroyable. Et c'est pour ça que tout le monde doit lire ce livre. Tous les auditeurs d'une vie de liberté doivent absolument lire ce bouquin. Parce que c'est ce à quoi moi j'aspirais, en tout cas. Enfin, mes auditeurs connaissent le contexte, mais j'étais un entrepreneur très très pris. Je travaillais, je ne vais pas dire que je travaillais 14 heures par jour, mais en tout cas j'avais 14 heures par jour de présence au bureau. Et j'ai fait ça pendant 12 ans et j'étais en train de passer à côté de ma vie, à côté de mes enfants, à côté de tout. C'est pour ça que j'ai revu toute ma vie et aujourd'hui, je travaille un petit peu tous les jours. Je travaille même des fois le samedi, dimanche, mais 1 heure par jour, peut-être le week-end. Et le reste de la semaine, je travaille 4 heures par jour et le reste du temps, j'ai du temps pour mes enfants, pour les devoirs. Et c'est aussi ce livre qui m'a permis de m'organiser, de me montrer que c'était possible, qu'on pouvait faire plus en y passant moins de temps. Et de vous entendre parler de votre papa et de la façon dont il menait sa vie, c'est vraiment rigolo parce que ça, on l'a pas dans le livre, mais j'en étais persuadé que c'était quelque chose comme ça qui était derrière. Parce que c'est beau de s'offrir plus de temps pour le passé, pour tout simplement réfléchir, méditer, être avec ses enfants. Améliorer son business, ça se passe pas la plupart du temps quand on a la tête dans le guidon, mais plutôt quand on est en train de faire une balade en forêt. C'est là qu'on a les meilleures idées parfois. Exactement. C'était tout à fait ça. Incroyable. Mais je vous ai coupé, du coup. Non, mais il était poète aussi. Et j'ai vu que vous avez fait du théâtre. C'est bien ça, tout à fait. Pas oui. Il était fou de théâtre. Et avant de lancer sa boîte, il hésitait beaucoup parce que il avait rédigé des scénettes. Il travaillait avec Germain Muller, qui est bien connu en Alsace chez nous parce que c'est un cabaretiste très connu. Et il avait traduit des trucs en alsacien d'ailleurs parce qu'il faisait beaucoup de cabaret en alsacien, Germain Muller. Donc il avait fait pas mal de choses. Et à un moment donné, il s'est dit maintenant je choisis. Il faut que j'arrête. Je ne peux pas faire les deux. Et donc, il a choisi la vie de l'entreprise. Ouais, moi, j'ai toujours regardé ça aussi. Alors, j'étais comédien amateur, j'ai beaucoup joué. Après, on a les événements de 2020 qui ont fait que c'était compliqué de réunir du monde. Et puis, le podcast est arrivé dans ma vie et ça a pris un petit peu le pas. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et vous parliez de poésie, j'ai aussi le deuxième livre et que j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé, qui sont autant de réflexions sur comment mener sa vie. Et il y a beaucoup de sagesse aussi dedans. Enfin, c'est très agréable à lire. C'est un beau livre aussi. Je suis contente de vous entendre. Mais ça fait plaisir, bien sûr. Ouais. Mais c'est génial et je contribue à faire découvrir ce livre. Est-ce que vous voulez qu'on en parle un peu de ce livre, bien justement ? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a énormément de choses, moi, qui m'ont plu. Alors, je parle aussi des fois beaucoup de moi dans ce podcast, mais c'est toujours pour remettre un peu de contexte. Mais c'est bien, oui. À l'époque où j'étais entrepreneur de TP, je me plaignais sans arrêt de mes salariés en disant qu'ils avançaient pas, que c'était compliqué. Alors ça, c'est plus sur la partie 2 où on a les autres qu'on mérite, mais ce que j'ai aimé, c'est que ce livre, les premiers mots, ils commencent par... On est au centre du changement, en fait. Si je veux changer le monde, il faut que je commence par me changer moi-même, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué énormément.
Oui. Et je trouvais que c'était beau. Ça commence par là. Et, euh, et pareil, très rapidement, dire que dans le livre, André Muller nous dit qu'il faut avoir l'audace de décider qu'on aura une existence hors série, en fait. Et ça, je trouvais ça aussi Oui. beau parce que j'ai beaucoup d'auditeurs du podcast qui ont envie de changer de vie, d'avoir une vie peut-être avec justement plus de temps, plus libre. On a plus de temps pour soi, pour ses proches. Et quand on est entouré au quotidien de gens qui, parfois c'est pour notre bien, hein, qui ont peur qu'on échoue, donc qui nous ramènent un peu les pieds sur terre. Parfois c'est aussi par jalousie, hein, qui nous ramènent les pieds sur terre. Mais d'avoir un peu cette audace au départ, je trouvais que c'était bien dit et que c'était beau de dire que, ben, voilà, je sais que j'en suis capable et j'irai chercher une existence hors série, justement. Et je trouve formidable qu'il commence par là. Parce que Oui, c'est l'essentiel de de la confiance en soi. Parce que, effectivement, euh, il y a une phrase, c'est le complexe d'infériorité est en réalité bon signe. oui, Et, et, euh, et c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes s'arrêtent ou n'osent pas se lancer parce qu'elles n'ont justement pas confiance en elles et pensent qu'elles ne vont pas y arriver. Et d'arriver à les décomplexer dès le premier ouais, chapitre, je trouve ça très fort parce que c'est vraiment ça, c'est de se dire pourquoi pas moi. exactement. Et ce que j'en retenais aussi de ça, de ce que c'était mon prochain point, vous voyez, le complexe d'infériorité est bon signe, c'est toujours ce que j'ai retenu, parce que l'écho que ça faisait en moi, c'était si ça te fait peur, alors il faut que tu y ailles. Voilà, pour Mhm. aller se confronter au réel et en fait aller chercher ses réponses. Et c'est comme ça qu'on apprend en sortant de sa zone de confort. Et donc, ben voilà, que ce complexe d'infériorité est bon signe, parce que ça veut dire qu'on a envie de se mesurer à un défi, en fait. Je trouvais que c'était beau, ça aussi. Oui, ah oui, oui, tout à Et, fait. euh, et, et puis, bah, pareil aussi, ne jamais s'avouer vaincu. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur le podcast, qui me disent, mais je t'ai découvert, j'ai le même âge que toi, j'ai la quarantaine, sauf que moi, j'ai pas attaqué, je suis encore salarié, j'ose pas me lancer. Et il y a une phrase qui est très belle dans ce livre que j'ai vu écrit nulle part finalement, quand André Muller il nous dit, bah, celui qui dit c'est trop tard, il a toujours commencé par dire c'est trop tôt. Et, et Oui, c'est je très trouve juste. ça Oui, extrêmement puissant parce que voilà, le bon moment, c'est maintenant. Et je le dis toujours à mes auditeurs de dire le passé est passé. C'est jamais trop tard pour s'y mettre. Il y a Henry Ford, il a attaqué, il avait 45 ans. Et, et il a fait un empire derrière. Donc, oui, sont les excuses que nous trouvons pour rester dans notre zone de confort, en fait, ouais, qui c'est très fréquent. Ouais. Trop complètement. tard, trop tôt. Et pareil, j'ai trouvé, il y a un chapitre qui est très très beau, que j'aime beaucoup. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en France? Parce qu'on a quand même chez nous, on va pas faire du French bashing, mais il y a un peu une aversion pour l'échec où on aime bien mettre une étiquette sur les gens, des gens qui ont échoué, ben, en disant, c'est souvent que ça nous rassure, en se disant, bah tu vois, j'ai bien fait de pas le faire parce que lui s'est cassé la figure. Dis donc maintenant, la situation dans laquelle il est, j'aimerais pas être là. Heureusement que je suis resté dans ma zone de confort parce que si ça m'était arrivé. Et, euh, et il a ce chapitre où il dit ne jamais s'avouer vaincu et qu'en fait un homme est jamais fini. Et il est fini que quand il le décide finalement. Et que quand il arrête d'avancer, quoi. Je trouvais que c'était beau ça aussi. Oui. Et ça, en soi, il y a beaucoup de poésie dans ce livre, hein. Finalement, quand vous me disiez qu'il était poète, c'est un manuel pratique, mais il y a beaucoup de poésie, je trouve, dedans. Il y a des formules qui sont percutantes, beaucoup de formules percutantes. Ouais, Et aussi le fait qu'il emploie le jeu, qui surprend un peu la première personne du singulier, oui, c'est bien parce que ça permet vraiment d'intérioriser, de mieux s'approprier le livre ouais, et son contenu. Et c'est en cela qu'il se distinguait aussi un peu de ce qui pouvait exister. Enfin, il n'existait pas grand-chose à l'époque, mais c'est en cela que c'était vraiment, ça donnait un ton très mais personnel au livre. complètement. Complètement. Et justement, on sent que. Enfin, c'est exactement quand vous dites ça. Et on sent que l'auteur se mouille. Et j'ai senti tout de suite, enfin, que voilà, André Muller avait fait des choses. Parce que, et surtout maintenant dans le domaine d'Internet, c'est beaucoup plus facile qu'avant d'écrire un livre. C'est beaucoup plus facile qu'avant de le publier.
Et j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup plus facile qu'avant de s'inventer une vie. Et il y a beaucoup de bouquins qui sortent de nulle part, qui sont en fait juste des ressucés ou des repatchwork d'autres ouvrages. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire connaître aussi ce livre. Moi-même, je l'ai découvert sur un forum internet qui s'appelle, je crois, L'Investisseur Heureux. C'est là que, pour rendre à César Oui, ce qui lui appartient, c'est là où j'ai découvert ce livre en 2015 et où je me dis, on a un manuel qui est français pour le coup et il a été écrit dans les années 50, ça fait plus de 70 ans et ça a jamais paru aussi actuel en fait. C'est ça que je trouve c'est fou, vrai. Oui. ça traverse le temps. C'est incroyable à quel point finalement sur les fondements, il y a très peu de choses qui ont changé. Il est universel aussi. Euh, Ouais, il a été publié en Chine. Il a été c'est traduit en incroyable. chinois. Il a été publié en Inde. Euh, C'est fou. je voulais absolument arriver à le faire publier aux États-Unis, mais ça, j'ai pas réussi parce que je crois que les Américains déjà ont beaucoup publié sur le développement personnel et on n'est pas très prophète là-bas sur ce type de sujet. Ouais, Donc j'ai regretté de pas y être arrivé, mais j'y arriverai. j'en Je ne doute. me découragerai pas. J'en doute vraiment pas. Mais c'est chouette justement que ce soit français, justement. C'est, voilà, pour une Oui, fois, c'est un des livres les plus puissants que j'ai lus et ça nous vient pas des USA et c'est chouette que on ait aussi des choses à leur apprendre. oui, et oui, et oui. Il y a une partie un chapitre aussi que j'aime beaucoup dans la première partie et j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est je me force la main. Et ça, je le vois dans ma vie, à quel point c'est incroyable. Et j'invite d'ailleurs tous les gens à le tester à chaque fois quand on n'a pas envie de se mettre au travail. Et enfin, moi, ça m'arrive régulièrement, hein, on est humain. Et ben, d'ouvrir l'ordinateur, de s'asseoir, d'ouvrir un fichier, de commencer à écrire ou quand on veut, pour des gens qui investissent dans l'immobilier sur mon podcast, bah, commencer à se mettre sur les sites d'annonces, commencer à les éplucher. Puis en fait, le temps passe et ça fait 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure qu'on est en train de travailler et ça y est, on y est et on s'est mis à travailler. Et je trouvais que ça aussi, c'était puissant de pas se laisser le choix en fait, C'est tout à fait d'être, ça. de se discipliner, hein, tout simplement. Principe du commencement d'exécution. Ouais, Il appelle ça le commencement d'exécution. ok, S'asseoir, excellent. s'asseoir, prendre un crayon, ouvrir son ordinateur, comme vous le disiez, et voilà. Et ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Ça Et fonctionne. c'est ça qui est incroyable. Enfin, comme vous disiez, c'est autant de mantras. Les chapitres de ce livre peuvent être quasiment autant de mantras qui, moi, me reviennent en tête, mais hyper souvent. Et typiquement, je me force la main, ça me vient souvent parce qu'il y a plein de fois où, bah voilà, j'ai aussi beaucoup d'activités. Je me dis, ah, mais là, j'ai pas avancé. Bah allez, je me force la main. J'ai 1 heure devant moi, je m'y mets. Et au bout d'une heure, bah, à chaque fois, je m'en rends jamais compte. Les 5 premières minutes me coûtent. Et une fois qu'on a commencé, qu'on est dedans, bah après, les choses se font et la tâche est faite. Et c'est comme ça que bah, finalement, on abat 3 fois plus de boulot que quelqu'un dans une journée, finalement. Et on se sent tellement mieux. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et il y a 2 choses aussi dont j'avais envie de parler avec vous sur cette première partie. Et il y en a une, alors qui fait pas l'unanimité quand j'en parle, et moi je suis d'accord avec André Muller, c'est je ne parle pas de mes projets. Parce que Oui. dans le livre, pour André Muller, parler de ses projets, c'est un petit peu se vider de cette substance, de son enthousiasme qu'on a à mettre dans le projet. Et quand j'en parle à d'autres gens, ils me disent, mais Tony, quand on parle à d'autres gens, bah, tu t'engages vis-à-vis d'eux et ça te force à faire les choses. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais je voulais avoir votre avis là-dessus et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah mais j'ai eu les mêmes retours que vous. J'en doute pas. Euh, beaucoup de gens disent mais c'est idiot. Si on prend les pitchs des entrepreneurs, les entrepreneurs actuellement présentent partout leurs projets, leurs idées et échangent autour de leurs idées. Mais ce que j'ai bien aimé effectivement, c'est l'histoire qu'il exprime en disant je me gonfle de mon projet en parlant. C'est-à-dire je me dégonfle Ouais. en parlant. Je suis tout gonflé, porté par l'enthousiasme et en parlant, je me dégonfle et finalement j'ai l'impression
c'est comme si je l'avais déjà fait aux yeux des autres, comme à mes yeux, et je risque de tout laisser tomber, d'une part, et par ailleurs, il y a les Ouais. retours éventuels négatifs des interlocuteurs qui peuvent complètement me saper toute mon énergie. Oui. Et moi, je trouve ça très vrai. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est plutôt, enfin, quand on voit ce qui se passe dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est plutôt la parole qui est libérée autour des idées et des projets Mhm. et des échanges. Et moi, je suis encore toujours sur plus la façon de voir d'André Muller, parce que chaque fois que j'ai un projet qui me tient à cœur, et quand on parle parfois de projets d'ampleur, mais typiquement, il y a un an, on a écrit un livre pour enfants avec mon associé, et on a fait le choix de pas en parler jusqu'aux précommandes, en fait, quand le livre, il était finalement en correction des textes et correction de quelques dessins, parce que c'était tellement un projet important et ça prend du temps. On avait une illustratrice, donc entre le temps de dessiner, le temps de faire les textes, que si on parle de son idée avec l'enthousiasme en expliquant à tout le monde, mais regarde, on va faire un livre de développement personnel pour enfants avec des petits mantras. Et s'il y a des gens qui auraient pu nous dire, bah, c'est n'importe quoi, laissez les enfants tranquilles avec les trucs de dev perso, ou alors bah, le style d'illustration que vous avez choisi, il est pas joli, et ainsi de suite, ça peut nous faire des mauvais retours. Et en plus de ça, comme vous dites, enfin, ça peut nous donner l'illusion qu'on a fait quelque chose, d'en parler beaucoup avec enthousiasme, alors qu'on n'a rien fait du tout, quoi. Oui, c'est très vrai. Et ouais, mais je suis complètement d'accord avec ça. Bon, à la rigueur, pour arrêter de fumer, qu'on s'engage auprès de ses proches et qu'on l'annonce, Oui, pourquoi pas? Mais je pense que pour des projets surtout des projets de grande ampleur, des choses qui peuvent pas être faites en quelques jours, mais euh, il vaut mieux faire et avoir les retours que d'en parler. J'en suis convaincu. je le pense aussi, mais tout le monde n'est pas d'accord. Bon. Les auditeurs nous diront en commentaire, mais Oui, ce qu'ils en pensent. oui, Et pour cette dernière partie, j'aime aussi beaucoup, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je décide rapidement. Moi, c'est quelque chose aussi qui m'a énormément aidé de se décider vite, en fait. On avance et on gagne beaucoup de temps en se décidant, en se décidant vite. oui, parce qu'effectivement, le fait de le reporter au lendemain, on ne sera pas forcément plus intelligent le lendemain et on n'aura pas forcément Mm. recueilli plus d'informations le lendemain pour pouvoir prendre la décision en toute connaissance de cause. Euh, oui, Et une fois que puis, tout est réuni, que tous les éléments sont là, pourquoi tergiverser et attendre encore pour décider? moi, je le vois rapidement parfois sur des opérations de marchand de biens. Quand ça peut m'arriver en immobilier, on peine à vendre un bien, bah, on tourne un peu autour du pot, on attend. Et il y a des fois à se décider rapidement sur une baisse de prix ou un nouvel axe qu'on n'avait pas vu. Ça permet de redonner une impulsion, de redonner de la dynamique et on n'est pas dans l'attente en fait. On est proactif quand on se décide rapidement parce que toujours ça équivaut à remettre toujours à plus tard parfois. Oui, et c'est aussi perdre confiance en soi, Ouais, parce qu'on perd du temps et on s'en veut finalement de perdre du temps et de pas prendre la décision plus vite. exactement. Non, c'est vraiment très puissant. Et je parlais de la partie 2 tout à l'heure quand je me plaignais de mes salariés. Et ça, c'est une des punchlines que j'ai pris en plein visage en 2015, quand moi j'étais dans la plainte de mes salariés. Et en ouvrant ce livre, La technique du succès, je me disais, je vais enfin comprendre pourquoi j'en ai quelques-uns qui sont nuls et qui veulent pas travailler et que j'ai vu, bah, on a les autres qu'on mérite. Et, et ça m'a remis en question énormément de choses et de toujours voir le meilleur chez la personne qu'on a en face, plus ce qui nous unit ou ce qu'il y a de meilleur et le mettre en valeur, plutôt que de voir ce qui nous oppose et d'appuyer dessus. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Oui, À l'époque, j'ai trouvé ça fou. Bien sûr que c'est du développement personnel et quand on avance, c'est aussi des choses qu'on retrouve en PNL, mais à l'époque, moi, c'est la première fois que vraiment je le lisais et je sais que ça m'a changé la vie. Euh, Typiquement, à l'époque, avec certains de mes salariés, je peux donner l'exemple, mais j'en avais un qui était très très bon pour faire des choses minutieuses, mais qui se plaignait chaque fois de passer derrière les autres. Il me disait, ah, les autres font tous des conneries et c'est moi qui passe derrière pour reprendre.
Et grâce à ça, je me disais, mais en fait, j'avais trouvé après la technique et je lui dis, voilà, écoute, j'ai une mission et il n'y en a pas 50 dans l'entreprise qui peuvent la réaliser. Il n'y a que toi parce que tu es le plus minutieux et donc j'ai besoin de toi pour cette mission. Et là, typiquement, ben, en appuyant sur ses qualités, je disais, allez, comment est-ce que je peux t'aider? Allez, encore une mission pour moi. Et ça inversait les rôles et c'était ça aussi, je l'ai trouvé dans ce livre. J'ai trouvé ça fantastique. Oui, parce que je pense que c'est effectivement, c'était sa manière de considérer les gens qui étaient autour de lui. Ouais, Et bon, c'est de la bienveillance en fait. De la bien sûr. bienveillance. Bon, on en parle beaucoup actuellement, et c'est un peu la tarte à la crème dans le monde de l'entreprise, mais c'était de la bienveillance. Ouais. Mais et de la bienveillance sincère parce que Sincère, oui. dans le livre, et il le dit hein, dans tout ce chapitre, c'est de s'intéresser aux autres, mais s'intéresser vraiment. Pas, pas juste pour feindre le fait qu'on s'y intéresse ou arriver à ses fins, mais vraiment s'intéresser aux gens. Et ça, typiquement, c'est aussi un des meilleurs conseils qu'on peut donner dans le business parce que quand on découvre une nouvelle personne, ben déjà bien retenir son prénom ou bien retenir son nom de famille, essayer de se trouver des centres d'intérêt, des points d'accroche communs, mais vraiment s'intéresser sincèrement, pas juste pour le business, ça aide à construire des relations qui sont saines pour la suite. Et c'est comme ça qu'on construit des choses, enfin, oui, des relations de business saines. Et ça, je l'ai trouvé aussi dans ce bouquin. Ce qui ne l'empêchait pas aussi d'être très exigeant et Oui, très, très rigoureux. C'est-à-dire, il demandait beaucoup aussi oui, aux gens qui l'entouraient, mais parce qu'il pensait qu'ils en étaient capables. ouais, enfin, complètement. L'un n'empêche pas l'autre. C'est souvent ce qui est reproché Mm. aussi à la bienveillance. Hein. C'est vu par certains comme, on me l'a déjà dit, hein, moi, parce que je suis plutôt réputé pour être bienveillant, mais on me l'a reproché comme parfois ça peut être une marque de faiblesse. Mais au contraire, parce que je trouve que la bienveillance, c'est une, comment dirais-je, c'est une confiance, et c'est d'ailleurs dit dans le livre, hein, une confiance qu'on accorde à autrui par défaut. Par contre, si elle est rompue ou si la personne, alors qu'on sait qu'en elle est capable, elle n'est pas à la hauteur, ben il y a plus, enfin il y a plus de bienveillance. Si, il y aura une grosse croix rouge qui sera tirée sur la personne en bienveillance, mais par contre il y a une croix et c'est terminé quoi. Mm, mm, tout à fait. Il y a un peu de ça. Et il y a une des dernières choses que j'ai beaucoup aimé et une formule que j'ai beaucoup repris, alors bien sûr en citant mes sources, mais c'est le briller sans éteindre. Et ça, je trouve que Oui. c'est fantastique parce que c'est ce qui fait qu'on est inspirant. Quelqu'un qui va vouloir en mettre plein la vue à tout le monde, il va briller et il va éblouir, on va dire, les autres, ou il va vouloir se mettre en avant ou éblouir. Et là, briller sans éteindre, c'est un peu la force tranquille et c'est comme ça qu'on devient inspirant et qu'en fait, pour les autres, on est un leader naturel, qu'on est éloquent, qu'on est un modèle. Et au lieu de d'éteindre les autres et qui se sentent pas capables ou qui se sentent inférieurs, ça les galvanise, ça leur donne envie de se mettre dans notre gironde, de faire partie de notre entourage, ça les regonfle. Je trouvais ça incroyable. Bon, bah, écoutez, c'est vraiment quel bonheur de vous entendre. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez vu, je le connais par Ah oui, cœur. oui, Hein. je suis très impressionnée, très très impressionnée. Vous êtes complètement imprégné du Mais, sujet. Oui. ouais, ouais. Mais les auditeurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui me suivront parce que sincèrement, hein, je crois qu'il se passe pas une semaine sans que je reçoive quelqu'un qui me fait une story avec le livre. Et d'ailleurs, si vous écoutez le podcast, faites une petite story pour Instagram avec le livre. Mais il a aidé, enfin, je vous le dis, il a aidé énormément de gens, ce livre. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est ouais, c'est trop bien. Oui, et dans leur vie personnelle, c'est ça qui était surprenant. Pas Ouais, que dans leur vie professionnelle. mais complètement. Il y avait on a reçu des lettres, des courriers incroyables de gens qui étaient en train de divorcer, qui allaient mal, qui ont lu ce livre. Et a priori, c'est pas le livre qu'on lit quand on est en train de divorcer, Non, mais qui vraiment les avait soutenus, ouais, aidés. ça c'est génial parce que C'est effectivement, même touchant. c'est hyper touchant et même si c'est pas le business directement, le temps que l'application de ce livre permet de libérer, il va ruisseler directement sur la famille, sur les proches et
c'est ça qui fait que ça permet d'avancer. Et puis même les règles qu'il y a dans ce livre, elles s'appliquent pas qu'au business, elles s'appliquent à la famille aussi, Oui. sur le respect des autres et Il s'agit d'épanouissement au sens large, ouais, pas de réussite pas de réussite au sens où on l'entend habituellement, mais c'est d'ailleurs il parle beaucoup d'utilité sociale. ouais, c'est exactement. C'est sûr, c'est de se demander un peu quel est notre rôle, quoi, et que ça se limite pas à ou à gagner de l'argent ou à faire le plus gros business, mais de se dire au fond où est-ce que dans le, je sais pas, dans la pyramide du monde, où est-ce que je mets ma pierre, quoi, où est-ce que je me situe. Il y a, Oui. il y a vraiment de ça. Mais en tout cas, c'est un livre incroyable. Alors, je vais vous laisser si vous voulez ajouter quelques petites choses. Sinon, après, j'avais quelques questions. J'en ai pas beaucoup, mais c'est des questions que je pose à tout le monde. Et j'avais 3 questions pour vous. Après. Dites-moi. Ben, c'est des questions que je pose à tout le monde dans mon podcast. C'est 3 petites questions, mais euh, qu'est-ce que c'est votre définition d'une vie réussie pour vous, selon vous? Oh, vaste question. Une vie réussie. C'est avoir toujours un projet en cours. Euh, c'est c'est être entouré d'une famille aimante Hmm. et leur donner beaucoup d'amour en retour. Euh, être entouré d'amis. Voilà, c'est un peu Ouais. court, mais Je trouve j'avoue que que c'est parfait. euh, je crois que je suis à ce stade-là. Si vous voulez, je suis grand-mère maintenant Ouais, et j'ai 4 petits-enfants qui me comblent de joie. génial. Deux filles absolument adorables avec nous, une maman qui est toujours là, donc la Ah, femme trop d'André bien. Muller qui est toujours avec nous, qui a 97 ans, qui vit toujours dans sa maison. Donc je me partage C'est génial. entre Strasbourg et Paris et toutes les semaines. Donc je passe 2-3 jours par semaine avec elle ici à Strasbourg et j'ai cédé mon entreprise d'édition en 2018. On a Ok, vécu notre confinement ici avec elle, avec mon mari. trop bien. Et ça a été des périodes assez douces finalement pour nous, curieusement, mais on était, on était là, bon, malgré toute l'anxiété qu'on a pu avoir, le fait qu'on pouvait pas voir nos enfants et nos petits-enfants, ça a été une période quand même assez douce. Ouais. Et voilà, donc je pense je suis à un stade de ma vie où je me dis que c'est bon, pourvu que ça continue comme ça. Bah, c'est trop bien. J'en attendais pas mieux, hein. Mm, mm. Et j'en ai encore 2 petites. Alors, c'est une question, je vous mets un petit peu de contexte, mais comme ce podcast s'appelle Une vie de liberté, je suis très attaché à ce sentiment-là. Ma question, ce sera quel est le moment de votre vie où vous vous êtes senti la plus libre. Et pour vous dire, moi, ça va faire un petit peu écho au livre, mais le moment de ma vie où je me suis senti le plus libre, c'était pas dans un voyage extraordinaire au bout du monde ou n'importe quoi. C'était juste une des premières fois où j'ai lâché mon ancienne entreprise et où je me suis retrouvé à travailler dans l'immobilier et où j'avais mes après-midi entiers et où j'ai pu emmener mes enfants à l'école un matin. Et je les ai posés à l'école et juste en repartant, j'ai eu ce sentiment de liberté incroyable où en 12 ans, j'ai pas pu les emmener. Et c'est un des moments de ma vie, une petite fraction de seconde où je me suis senti le plus libre. Et comme c'était un beau moment pour moi, dont je me rappelle encore, c'est une question que je pose à tous mes invités du podcast. C'est joli ce que vous dites. Et bien moi, curieusement, je dirais que c'est à l'âge de 50 ans. C'est quand j'ai créé ma boîte. Et justement, portée par la technique du succès, Ouais, je me suis lancée. Mes filles avaient grandi et donc elles étaient en université, elles avaient quitté la maison. Donc je n'avais plus enfin si on peut appeler ça des contraintes familiales parce que ça ne l'était pas réellement. Mais je me suis dit maintenant tu y vas ma fille parce que c'est maintenant.
Génial. Tu as les coups des franges. En plus, mon mari m'a toujours soutenue dans tout ce que j'ai fait. Et je suis partie. Alors, je m'étais dit comment je crée ma boîte d'édition. Parce que c'était encore autre chose. C'était pas, c'était tout à fait autre chose que de la vente par correspondance, ce que faisait mon père. C'était la vente en librairie, ce qui est vraiment un tout autre monde. J'étais allée voir le syndicat national de l'édition pour essayer de savoir comment faire, et ils m'ont dit mais non, pas du tout. Revenez quand vous aurez un chiffre d'affaires de 200 000 euros. Non, nous, les petits éditeurs, ça nous intéresse pas du tout. Je me suis dit, bon, ok. J'ai découvert qu'il y avait un cours pour les éditeurs aux États-Unis, à Stanford, de 10 jours. En fait, une espèce de summer camp où il y avait des éditeurs du monde entier et avec les meilleurs éditeurs américains. Et pour moi, ça a été absolument extraordinaire. Je me suis dit, waouh, là, je baigne complètement. Je suis dans un truc, je suis dans un projet. J'ai publié le livre de mon père, je vais à nouveau publier le livre de mon père et je vais en faire un réel succès. Et c'était pour moi, ça a été un moment tout à fait exceptionnel. Et l'année qui a suivi, et les années qui ont suivi aussi, parce que j'étais dans la passion, j'étais dans les premières années, vous savez, tout n'est que victoire. La première année surtout, même des tout petites choses. Bien sûr. Donc là, oui, ça c'était un vrai moment. Je trouve que c'est fantastique parce que le livre fait sa prophétie autoréalisatrice, en fait. C'est le contenu du livre, en plus, qui vous aide à le faire publier. Je trouve que c'est une belle leçon et c'est magnifique et c'est une très, très belle réponse. Et j'avais une dernière petite question. C'est, est-ce que vous avez une citation préférée ou un mantra que vous vous êtes répété et que vous avez envie de partager avec nos auditeurs? Oula. Oui, je crains que ce soit très banal. Il n'y a rien de banal. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de citations dans le livre de mon père et que je trouve très bonnes. Bon, alors, non, franchement, je me sens pas accompagnée d'un mantra. Très bien. Je peux pas vous en citer un en particulier, mais okay. Mais le livre en est plein. Le livre en est plein. Je vous renvoie au livre. Ouais, vous avez bien raison. Mais je peux pas vous dire j'en ai un plutôt qu'un autre. Non, franchement, bon. Non. Mais écoutez, c'est top en tout cas, et on en a partagé énormément en plus dans cet épisode. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que vous voulez que je vous laisse conclure? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, écoutez, je suis simplement ravie d'avoir eu cet entretien avec vous et je suis très heureuse d'apprendre que ce livre continue sur sa lancée et qu'il aide beaucoup de gens. Ça me fait beaucoup plaisir. Et je crois que mon père en serait très fier et très content. Écoutez, mais je suis sûre qu'il l'entend quelque part. Ouais, j'en suis convaincu. Et écoutez, encore une fois, merci de m'avoir accordé cet entretien et je pense que ça fera plaisir à tous les auditeurs. Ce que j'aurais dit encore une fois, c'est un livre que j'ai adoré. Le mien est, je mens pas, le mien est tout abîmé et tout corné, mais parce qu'il a beaucoup servi. C'est bien. Et je l'ai aussi beaucoup prêté. Il est toujours revenu, donc parce que les gens l'achetaient pour l'avoir chez eux. Donc voilà. Mais si vous l'avez pas lu, vous savez ce qu'il vous reste à faire en tout cas. Et voilà. Mais je vous remercie infiniment pour cet entretien. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Et je vous retrouve. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un épisode que j'ai adoré faire. Merci encore à Dominique d'avoir passé ce temps en ma compagnie pour parler de ce très beau livre. Pour ceux qui l'ont pas lu, j'espère qu'il vous donnera envie de le lire. Moi, c'est un livre qui m'a permis de m'organiser, qui m'a permis de me donner des mantras, vous l'avez vu dans ce podcast, que je me répète encore aujourd'hui. C'est une mine d'or, c'est un livre qui est brillant et c'est français, donc profitons-en. Voilà, je vous invite vraiment à le lire et j'espère que le podcast vous aura plu. Quant à moi, je vais vous retrouver ici même dans 15 jours et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.